Et bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et c'est David Doucan qui vous présente le journal. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. C'est non. Et clairement non. Les députés britanniques ont massivement rejeté le plan de sortie de l'Union européenne défendu par Theresa May. La première ministre exclut de démissionner, mais elle fait face à une motion de censure. 6h38 de discussion à bâton rompu avec quelques 600 maires de Normandie. Le marathon d'Emmanuel Macron pour convaincre et se relancer, avec une porte ouverte sur les 80 km/h et une autre plutôt fermée sur l'ISF. Et puis nous prendrons la direction de l'Alpe d'Huez. À la fin de ce journal, événement incontournable du cinéma, c'est le Festival de Cannes de la comédie. Europe 1. La très lourde défaite de Theresa May, 432 voix contre son plan de Brexit, seulement 202 ont voté pour. C'est un rejet bien plus massif que prévu de la part des députés britanniques. Et maintenant, quelles conséquences? Prenons la direction de Londres. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Vous suivez ce moment d'histoire pour Europe 1. Que va-t-il se passer dans les heures et dans les jours qui viennent, Sébastien ? Eh bien d'abord, première urgence, Theresa May doit jouer sa survie puisque l'opposition travailliste a déposé une motion de censure qui sera soumise au vote tout à l'heure. Peu de chances d'aboutir. La centaine de députés conservateurs qui ont fait défection hier devraient rentrer dans le rang. Ils ne veulent pas risquer des élections anticipées. Ensuite, retour à la case départ. Comment espérer négocier un meilleur accord? D'ici lundi, elle doit présenter une marche à suivre. Alors elle a promis de recevoir des parlementaires pour leur demander ce qu'il leur faudrait et c'est avec ces éléments qu'elle retournera à Bruxelles. Son espoir, c'est que le camouflet d'hier provoque une sorte d'électrochoc, que les Européens soient prêts à plus de concessions. Alors le Brexit sera peut-être repoussé un peu, mais pour négocier quoi? Là, c'est pas du tout gagné. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a déjà prévenu que l'accord était le meilleur, que l'horloge tourne et que désormais le risque augmente d'un Brexit sans accord. Et puis il y a cette sortie du président du Conseil européen, Donald Tusk, qui aura enfin le courage de dire quelle est la seule issue positive, demande-t-il sur Twitter. Comprenez, annuler le Brexit ou à minima organiser un nouveau référendum. C'est ce que réclamaient hier soir des milliers de manifestants. Ce scénario, Theresa May l'a déjà écarté. Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Merci à vous Sébastien. Emmanuel Macron a également réagi, David, à ce qui se passe en Angleterre. Oui, le président français a fustigé le référendum ayant abouti au Brexit. Il a été manipulé, selon Emmanuel Macron, avec beaucoup d'infox, les fausses informations. On a menti aux gens, a conclu le chef de l'État français. Au Kenya, l'attaque terroriste menée par des islamistes somaliens Shebab dans un complexe hôtelier de Nairobi est toujours en cours. Selon des sources policières kenyanes, il y aurait au moins 15 morts, dont des ressortissants étrangers. Le grand débat national aura donc commencé par un marathon. Oui, près de 7 heures d'échange à bâton rompu entre le président de la République et quelques 600 maires de Normandie. Emmanuel Macron a répondu à une soixantaine de questions. Il a parlé pendant 3h30 au total. Et le chef de l'État s'est avancé sur 2 points de crispation. Un signe d'ouverture sur les 80 km/h et plutôt de fermeture sur l'impôt sur la fortune. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Sur les 80 km/h, le président s'est déclaré ouvert à des aménagements. Le gouvernement a fait des annonces il y a quelques mois sur ce sujet qui n'ont pas été forcément très populaires. Il faut ensemble qu'on trouve, par le débat, une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de dogme. Le chef de l'État propose ainsi que des élus locaux puissent avoir leur mot à dire. Un changement de stratégie pour un sujet hautement polémique, notamment dans les campagnes. Et ce, alors que le Premier ministre promettait, lui, une évaluation dans les 2 ans. Sur l'ISF, c'est justement une évaluation dont a parlé le président. On ne va pas renoncer à la réforme qui a été faite il y a 1 an. Les parlementaires, dont c'est le cœur de métier, vont regarder ce qui marche pas, l'évaluer. Si des mesures ont été prises durant ces 20 mois qui n'ont pas d'effet, qui ne sont pas pertinentes ou qui sont contre-productives, elles seront corrigées. Sauf que cette évaluation est déjà promise depuis longtemps, mais avec ce rappel sous forme de promesse, Emmanuel Macron a pu contenir la colère de certains élus lors du débat. L'ISF, un sujet sur lequel le gouvernement veut se donner du temps. Un impôt devenu symbolique dont le retour est réclamé comme un préalable à la discussion par les Gilets jaunes. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Sachez par ailleurs qu'un site internet a été mis en ligne hier soir par le gouvernement. L'adresse c'est granddébat.fr. On y trouve des fiches techniques et une plateforme pour organiser des réunions. Et les Français pourront y poster leurs contributions à partir de la semaine prochaine, le 21 janvier précisément.
C'est une journée difficile qui va commencer aujourd'hui à Bruxelles au procès de Mehdi Nemmouche. Oui, difficile pour les familles des victimes puisque ce sont les images de l'horreur qui vont être diffusées. La vidéosurveillance sur laquelle on voit la tuerie du musée juif. 4 personnes avaient été assassinées en mai 2014. Les avocats du djihadiste présumé pensent pouvoir profiter de cette vidéo pour instiller le doute dans l'esprit des jurés. À Bruxelles, l'envoyé spécial d'Europe 1, Pierre de Cossette. Une silhouette qui surgit dans le dos d'un couple de touristes affairés à consulter des dépliants du musée. Le tueur tend le bras. Dans sa main, un revolver P38, il presse la détente, presque à bout portant vers la nuque de ses victimes, 2 quinquagénaires israéliens qui s'écroulent. Ainsi commencent les 82 secondes qui vont plonger la Belgique dans la stupeur. 82 secondes, le temps pour le terroriste au calme déconcertant d'abattre 4 personnes et de prendre la fuite. Un couple donc, puis un jeune employé de 26 ans visé en pleine tête, et enfin dans le local de l'accueil, une bénévole française cachée derrière son bureau, tuée d'une rafale de Kalachnikov. Tout à l'heure, les jurés de la cour d'assises, mais aussi les proches des victimes vont découvrir le sang-froid d'un professionnel filmé par les caméras de vidéosurveillance. Ni précipitation, ni signe de panique lorsque la porte vitrée de l'accueil lui résiste. Le tueur repart comme il est arrivé, en pressant le pas une fois dans la rue et en se mêlant à la foule avec sa casquette, sa veste bleue et ses 2 sacs. Hier, Mehdi Nemmouche a contesté être le tireur, fermement, tout comme ses avocats qui s'étonnent qu'on n'ait retrouvé aucune de ses empreintes sur la porte du musée juif alors qu'on le voit poser la main dessus. Bruxelles, Pierre de Cossette, Europe 1. Et puis une information du service police-justice d'Europe 1. 1,3 tonne de cocaïne a été saisie dans un entrepôt à Gennevilliers par les policiers du service des stupéfiants. 3 hommes ont été placés en garde à vue. La drogue était arrivée par bateau en provenance d'Amérique du Sud. Nous en avons parlé souvent sur Europe 1, l'entreprise de lingerie Made in France Indiscrète qui était menacée de fermeture. Eh bien, finalement, l'histoire se termine bien. Oui, parce que le tribunal de commerce de Poitiers a validé hier la reprise d'Indiscrète. Nous vous parlons en effet depuis cet été de ces 28 couturières anciennes salariées d'Aubade dont le patron s'était suicidé au mois d'août. Elles se battaient pour faire perdurer leur savoir-faire. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'elles ont accueilli l'annonce de la décision. Reportage Théo Manval. Un bouchon qui saute au milieu des machines à coudre et un ouf de soulagement. Le repreneur Michel Gouzon peut prendre la parole devant les 28 couturières. Quand je suis arrivé fin août, j'ai vu ces dames pleurer de tristesse et maintenant je les ai vues pleurer des larmes de joie. Moi j'aurais qu'un seul mot. À vous toutes mesdames, merci. Merci à vous. Agnès assemble depuis 37 ans des pièces de lingerie dans cet atelier. Ces mois de combat après la mise en liquidation, l'élan de solidarité, les commandes venues de toute la France ont donc porté leurs fruits. Ah bah super contente, on a bossé on a tout fait pour que ça continue. Après on a encore plein de travail à faire, c'est génial. Le plan de reprise prévoit en effet d'embaucher 3 nouvelles personnes pour faire face à l'afflux de commandes et d'ouvrir une boutique pour faire de la vente directe. Mais derrière le sourire, la co-gérante Béatrice Mangela a aussi une pensée pour Didier Degrand, l'ancien patron qui a mis fin à ses jours cet été. Et vraiment, on espère qu'une étoile brille en son nom et tout ce combat, on l'aura vaincu pour lui. Un combat sous le signe de la diversification aussi désormais, puisqu'Indiscrète lancera prochainement sa toute première ligne de sous-vêtements masculins. À Chauvigny, Théo Manval, Europe 1. Allez, David Doucan, on va partir à l'Alpe d'Huez. C'est là qu'a démarré le Festival de la Comédie. Et il s'éclate. Je vois déjà les posts des acteurs, mais aussi de Mathieu Charrier qui est sur place. Oui, certains le surnomment le Festival de Cannes de la Comédie. Ce rendez-vous à la montagne existe depuis 22 ans. C'est devenu la martingale pour les producteurs parce qu'une nomination ou un prix à l'Alpe d'Huez, c'est la garantie quasi assurée d'un succès en salle. Sur place, comme vous le disiez, Mathieu Charrier pour Europe 1. Quand vous prenez les 5 comédies françaises qui ont dominé le box-office l'année dernière, 3 avaient été présentées ici. Les Tuches, La Ch'tite Famille et Tout le monde debout de Franck Dubosc. C'est vous dire le poids qu'a ce festival. Le film La Vache, par exemple, présenté il y a 3 ans, il avait raflé le prix du public et le prix du jury. Résultat, 40 cinémas ont dans la foulée programmé des avant-premières. Il n'était que 4 avant le festival. Son réalisateur, Mohamed Hamidi, est donc revenu hier soir présenter son nouveau film. Jusqu'ici, tout va bien, avec notamment Gilles Lelouch. Tout a démarré à l'Alpe d'Huez, en fait. Il y a eu un espèce d'accueil, un engouement et du coup forcément comme tout le monde est là ça s'est transmis très vite, y compris le prix du public et donc du coup je pense que ça a donné envie aux exploitants de montrer le film, aux distributeurs, aux chaînes de venir nous voir. Il est sorti partout en France et même à l'étranger quoi. Le festival de l'Alpe d'Huez c'est un peu notre festival de Cannes à nous quoi. La Vache qui a finalement attiré 1 300 000 spectateurs. Alors qui va décrocher cette année le gorille? C'est le trophée ici. Certains parient sur Mon bébé de Lisa Azuelos, suite en quelque sorte du film LOL sorti il y a 10 ans, plus de 3 millions de spectateurs en salle, ou bien Mon inconnu
début d'Hugo Gélin après son succès avec Demain tout commence, porté par Omar Sy. 8 films au total sont en compétition. Le palmarès sera dévoilé samedi soir. Au Festival de l'Alpe d'Huez, Mathieu Charrier, Europe 1. Et puis, saluons, Nikos, la belle performance des handballeurs français au mondial en Allemagne. Ils ont, hier soir à Berlin, arraché un match nul, 25-25 face aux Allemands. Égalisation française à 3 secondes de la fin. Les Bleus sont qualifiés pour la phase suivante de la compétition.